Chers collègues, mesdames, messieurs, chers étudiants, je suis ravi de vous rencontrer pour certains, vous retrouver pour la plupart d'entre vous ce soir, pour ce qui est, vous l'ignorez peut-être, notre 14e rendez-vous européen de l'EMLV en 5 ans. On avait lancé ce cycle de rencontres, de débats en 2011, comme des rendez-vous européens de l'EMLV, et puis aujourd'hui, pour être plus précis, je devrais dire des rendez-vous européens du groupe Léonard de Vinci, parce que de plus en plus, je vois qu'il y a des étudiants de l'école d'ingénieurs et de l'IM, notre école du multimédia, qui viennent participer à ces rencontres, ce qui est une très bonne nouvelle de mon point de vue. Les 13 conférences passées nous ont permis d'aborder beaucoup d'enjeux européens. Je dois avouer qu'on s'est souvent penché au chevet de l'Union européenne. On a parlé à plusieurs reprises de la crise de la zone euro. On avait notamment accueilli l'économiste Michel Aglietta. On a aussi accueilli plusieurs anciens ministres des Affaires étrangères ou européennes, Hubert Védrine, Michel Barnier, Alain Lamassoure. Et aujourd'hui, notre conférence se tient dans un climat européen. On en a déjà discuté avec vous pour ceux qui m'ont en cours, ceux qui me supportent en cours à plusieurs reprises, dans un climat européen qui est un petit peu particulier. Il est difficile de lutter ou de ne pas percevoir dans les débats médiatiques et politiques une certaine morosité ambiante sur ces questions européennes, voire un certain catastrophisme. Alors c'est vrai qu'il semble y avoir un peu se déployer sous nos yeux une crise européenne un petit peu multiforme, avec à la fois une crise de confiance et de représentation. On l'a vu par exemple avec le récent référendum aux Pays-Bas. Peut-être des forces centrifuges pouvant faire craindre un détricotage multiforme de l'Union européenne, avec l'hypothèse d'un Brexit, les pressions sur l'espace Schengen. Et dans le même temps, pourtant, on voit bien que cette crise, ces défis peuvent très bien être retournés, être interprétés comme autant de pression, d'incitation à davantage de coopération, davantage de solidarité entre Européens et entre États membres de l'Union européenne. Si bien qu'il est aujourd'hui finalement difficile de savoir si face à ces défis, face à ces pressions multiples, on est dans une crise qui fragilise, qui remet en cause l'Union européenne, ou dans une crise, il y en a beaucoup qui ont jalonné l'histoire de la construction européenne, dont l'Union européenne pourrait au final ressortir renforcée. Alors, pour essayer de nous aider à y voir un petit peu plus clair, je suis ravi d'accueillir ce soir Gaëtane Ricard-Nioul, qui est notre invité ce soir. Gaëtane est chef adjointe de la représentation en France de la Commission européenne et responsable en particulier du secteur politique. Gaëtane, votre parcours est en particulier marqué par un engagement européen très fort, très visible, et avec une particularité, c'est une alternance entre des positions qui vous ont permis d'avoir une position d'observation et d'analyse des réalités européennes à travers l'Institut Jacques Delors, notamment, dont vous avez été secrétaire général de 2004 à 2011. J'espère que mes fiches sont... que j'ai bien fait mes fiches. Et puis, une trajectoire professionnelle marquée aussi par un engagement des responsabilités officielles, institutionnelles, notamment au sein de la représentation en France de la Commission européenne, dont vous êtes chef adjointe aujourd'hui et dont vous êtes membre depuis 2011. Donc, dans la tradition de nos rendez-vous européens de l'EMLV, l'idée n'est pas d'imposer un exposé magistral, une conférence plénière, mais plutôt davantage, c'est ça l'intérêt, c'est ça notre démarche, d'engager un débat, de mettre en débat les questions européennes, montrer qu'on peut parler d'Europe, on peut s'intéresser aux questions européennes, on peut les questionner, on peut échanger les regards, les points de vue dans une atmosphère constructive. Donc de ce point de vue-là, je crois ce qu'on a fait traditionnellement dans les rendez-vous précédents, on va tabler sur une intervention liminaire de Gaëtane Ricard-Nioul, une quinzaine, 20 minutes, comme vous voulez, et ensuite laisser la place la plus large possible à un débat. Donc on comptera sur vous, évidemment, pour soulever les questions que nous n'aurions pas abordées initialement et toute problématique qui vous semblerait devoir être intéressante ou soulevée dans le cadre d'un débat sur l'actualité de l'Union européenne. Je m'arrête ici pour ne pas abuser de mon statut de puissance invitante. Gaëtane, la parole est à vous. Bon, merci beaucoup. Merci de cette invitation et je suis ravie d'avoir cette occasion d'échanger avec vous. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue effectivement en introduction. Peut-être un mot sur l'organisation que je représente aujourd'hui. C'est, si vous voulez, une sorte d'ambassade
de la Commission européenne en France, et on est à la fois, si vous voulez, un peu un hybride entre ce que fait une ambassade et un bureau d'information. Voilà, on est un peu ce type d'ovni dans le paysage institutionnel en France. On n'est pas très nombreux, on est une trentaine, et ça nous donne, comme vous l'imaginez, pas mal de boulot pour le moment en France à essayer d'expliquer et de communiquer sur les enjeux européens. Alors, vous ne serez pas complètement surpris si je vous dis que je vais essayer de prendre un peu le contre-pied de ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, effectivement, qui est une atmosphère catastrophiste qui, on peut le comprendre à certains égards, évidemment, personne ne peut rester insensible à des familles qui meurent en Méditerranée parce qu'elles fuient une réalité extrêmement difficile que tout le monde connaît et pour lequel l'Union européenne a évidemment le sujet sur lequel l'Union européenne a évidemment un lien dans sa politique extérieure. On ne peut pas rester insensible à ça, on ne peut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en ayant dit ça, je pense que la réponse aujourd'hui que peut fournir l'Union européenne et l'Union européenne en tant que telle est plus que jamais, je dirais, indispensable. Et c'est ce que j'essaierai de vous démontrer. Et je pense que ça va à contre-courant parce qu'on a pour le moment un petit peu tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'il y a des problèmes, du coup, l'Union européenne en serait la cause, alors que, évidemment, l'Union européenne, au contraire, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, démontre sa pertinence justement lorsqu'il y a des crises européennes. A priori, la réponse, elle doit être européenne. Donc, c'est une époque difficile, c'est le président de la Commission européenne a parlé même de polycrise auquel était confrontée l'Union européenne. Et en même temps, ce que je voudrais rappeler aussi pour démarrer, c'est que la construction européenne n'a jamais été un long fleuve tranquille. C'est une construction qui a toujours été difficile, avec des soubresauts, avec des périodes de crise et même des crises parfois très, très, très dures. Hein. Je ne sais pas, par exemple, dans les années 60, il y a eu un moment donné où on a appelé ça la politique de la chaise vide. La France ne siégeait plus, par exemple, au Conseil des ministres de l'Union européenne. Bon, voilà, c'est quand même des moments assez intenses, graves. On les oublie avec le temps, mais il y a eu vraiment aussi des moments de crise. Donc d'abord, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. On constate aussi, en regardant l'histoire de la construction européenne, que c'est souvent à travers les crises que l'Union européenne a rebondi et s'est développée. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Pour autant, il est vrai, on est dans une situation très, très tendue, très difficile sur plein de fronts en même temps. Et c'est ça qui rend peut-être la situation aujourd'hui particulière. Mais l'union, comme je le disais, face à ça, est plus que jamais pertinente et nécessaire. Je dirais essentiellement pour deux raisons. La première, c'est parce que l'Union européenne, c'est Jean Monnet qui disait ça, Jean Monnet, un des pères fondateurs de la construction européenne, qui disait l'Union européenne, c'est un système politique comme les autres, elle ne va pas faire en sorte que les difficultés ne surviennent plus, mais elle va donner le cadre et les moyens pour trouver des solutions pacifiques, pour les résoudre pacifiquement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, que l'Union européenne est sortie d'une guerre fratricide, qu'elle a mis en place des institutions qui font qu'aujourd'hui, les pays collaborent entre eux de manière pacifique et ne songeraient même plus, dans des moments aussi tendus qu'on peut connaître aujourd'hui, à recourir à autre chose qu'une médiation pacifique entre eux pour résoudre ces problèmes, trouver des solutions. Ça, je pense qu'il faut le redire, parce qu'on a des pays aujourd'hui qui sont très divers. Regardez même certains gouvernements un peu difficiles, comme en Hongrie, en Pologne, et pourtant, ces pays-là, à 28 États membres aujourd'hui, arrivent quand même petit à petit à trouver des solutions. Alors on va dire de manière trop lente, de manière sans doute non satisfaisante, et pour la Commission souvent en premier, parce que la Commission européenne, c'est celle qui propose les textes de loi, et ce sont les États qui en discutent et qui les changent. Donc souvent la Commission est un peu déçue, mais malgré ça, ça avance, et on voit bien, on finit par trouver des solutions. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant, et je vous donnerai des exemples concrets, évidemment. Et la deuxième raison,
de l'importance d'avoir ces institutions permanentes pour gérer ensemble un certain nombre de politiques et trouver des solutions communes, c'est parce que malgré ces crises, elles gardent une capacité d'action positive. Et je pense sincèrement, je ne suis pas en train de faire de la propagande, je le pense sincèrement, que si vous n'aviez pas une union entre les pays, si vous aviez simplement une coopération entre États où chacun garde le dernier mot finalement, vous arriveriez peut-être de façon très minimaliste à gérer les crises, mais vous n'arriveriez pas à avoir ensemble un agenda positif pour construire quelque chose ensemble et relancer l'économie. Ça, j'en suis persuadée. On garde ensemble, parce qu'il y a des institutions communes, une capacité, tout en gérant les crises, tout en faisant front aux crises, à proposer des choses constructives. Alors d'abord, sur la possibilité de trouver des solutions communes, pacifiques, dans des moments compliqués. Je voudrais rappeler d'abord qu'avant de devoir affronter la crise des réfugiés qu'on connaît aujourd'hui, l'Union européenne a d'abord été confrontée à une crise économique de grande ampleur. Si vous regardez aujourd'hui la situation, certes, c'est assez inégal, il y a des pays qui sont toujours en difficulté, mais vous voyez la Grèce qui, à un moment donné, a failli presque sortir de la zone euro, qui aujourd'hui est dans la zone euro et qui commence à aller mieux et pour lesquels on a créé un lien et une aide qui lui permet d'avancer. On a aussi, à l'occasion de cette crise, beaucoup renforcé la coordination entre les États membres sur leur politique économique. Et donc, aujourd'hui, on a renforcé la surveillance de la Commission européenne sur ce que font les États membres pour qu'il n'y ait pas trop de divergence des politiques économiques. Parce qu'on sait que la crise de la zone euro a été fortement liée au fait que les économies divergeaient beaucoup tout en ayant une monnaie commune. Si on regarde, on a créé aussi une union bancaire avec une supervision commune. Donc il y a eu pas mal de solutions qui ont été trouvées et aujourd'hui, je dirais, je ne vais pas dire grâce à la crise, mais suite à la crise économique, les États membres qui ont l'euro en commun, donc qui forment l'union économique et monétaire, ont décidé de réfléchir ensemble à comment ils pouvaient approfondir la zone euro. Parce qu'ils se sont aperçus évidemment qu'ils avaient un lien ensemble qui était plus fort qu'avec ceux qui n'avaient pas de monnaie commune. Et donc, ils ont commencé à réfléchir avec un exercice en plusieurs phases sur comment on allait faire pour aller plus loin. Ça veut dire notamment une plus grande convergence économique, une plus grande convergence fiscale et une plus grande convergence sociale. Ce processus-là, il est en cours et il est issu, je dirais, de la crise et de cette réalisation que les États étaient très interdépendants économiquement, mais avaient des politiques économiques qui divergeaient trop par rapport au fait d'avoir une monnaie commune, une monnaie qu'ils partageaient. Sur la crise des réfugiés, alors là, on peut débattre longuement sur la capacité de l'Union à apporter une réponse satisfaisante. Moi, je vois quand même que on s'est aperçu finalement que l'espace Schengen, c'est-à-dire cet espace de libre circulation entre un certain nombre d'États membres, finalement avait une certaine souplesse et permettait de réagir à des situations d'urgence. Les pays qui ont dû rétablir un contrôle aux frontières intérieures de cet espace l'ont fait dans les règles de Schengen, parce que c'était permis en situation d'urgence de rétablir un contrôle intérieur, parce qu'ils estimaient que le contrôle aux frontières extérieures n'était pas suffisant. Donc on a vu quand même que c'était des instruments qui avaient une certaine flexibilité et qui permettaient de les conserver et d'avancer quand même dans des situations de crise. Alors, l'inverse sera, et vous l'entendrez, de dire oui, mais mon Schengen est inadapté, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a des choses dont on s'est aperçu qui ne fonctionnaient pas bien. Par exemple, ce qu'on appelle le système de Dublin, qui est celui qui permet de déterminer qui va avoir la charge de traiter la demande d'asile. Ce système prévoit que c'est le pays qui accueille en premier le réfugié. Ben, on voit bien qu'aujourd'hui, il est un peu
à bout de souffle, parce qu'évidemment, c'est tout le temps les mêmes pays qui accueillent les réfugiés qui arrivent. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'il y a un problème, parce que c'est quelque chose qui a été créé à l'origine entre les fondateurs de Schengen, qui devaient être 5-6, et là, la question ne se pose pas. Puis tout d'un coup, aujourd'hui, on se dit, mais c'est plus possible, avec une vingtaine de pays, d'avoir ce système exactement tel qu'il était au départ. Donc, on est en train d'en rediscuter, de le remettre sur la table. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une certaine souplesse, une certaine résilience des institutions qui, face aux crises, à travers justement le fait qu'on se met ensemble autour d'une table et qu'on discute, essayent de trouver des solutions communes. Et on a, alors avec plus ou moins de réussite, quand même créé un mécanisme de solidarité entre les États membres avec deux systèmes. Un système de relocalisation, c'est-à-dire avec des réfugiés qui arrivent dans un pays et seront relocalisés dans d'autres États membres, et un système de réinstallation où là on va aller chercher des réfugiés qui sont par exemple aujourd'hui en Turquie et on va les amener directement dans l'Union européenne. Alors l'avancement sur ça est insatisfaisant, vous en entendrez parler dans la presse, mais on a quand même réussi à convaincre des États membres, dont certains ne pratiquent quasiment pas du tout l'asile. Sur les 28 États membres, aujourd'hui, il y a peut-être une dizaine d'États membres qui ont l'habitude d'accueillir des réfugiés. On a quand même convaincu des États membres à s'engager à en accueillir. Des États membres qui ne le faisaient jamais. Voilà. Je lance le débat. Vous pouvez complètement prendre le contre-pied de ce que je dis, mais je trouve qu'il faut aussi de temps en temps renverser l'argument et se dire finalement dans une situation complexe on a quand même réussi à mettre sur la table des pistes de solutions. Alors, la Commission a fait hier un rapport, a trouvé que ça n'avançait pas assez vite, que par rapport au nombre de relocalisations auxquelles les États membres s'étaient engagés, on n'est pas assez loin, mais le fait est qu'aujourd'hui ils ont pris cet engagement à travers les institutions européennes et ils doivent s'y tenir. Alors, autre crise évidemment qui frappe l'Union européenne dans sa globalité, c'est évidemment le terrorisme, qui est un phénomène qui prend, je dirais, qui a toujours existé, mais peut-être qui prend une ampleur particulière et une nature particulière aujourd'hui. Là, c'est un petit peu différent parce que l'Union européenne n'a pas les mêmes compétences dans ce domaine. C'est de la lutte contre le terrorisme et en particulier dans le domaine du renseignement. Ça reste depuis toujours une matière que les États membres gardent jalousement et on peut comprendre pourquoi. C'est effectivement très lié à la question de souveraineté nationale. Mais malgré tout, à l'intérieur de ce que l'Union européenne peut faire, elle a quand même proposé de manière assez rapide un certain nombre de choses, comme par exemple dans le traitement de la libre circulation des armes à feu. La libre circulation, parce qu'évidemment là on parle dans le cadre du marché intérieur, donc elle peut faire des propositions dans la lutte contre le financement du terrorisme par exemple. Donc elle a agi relativement rapidement sur des choses où elle pouvait agir. Après, les États membres doivent aussi prendre acte du fait que, on voit bien qu'il y a eu des trous peut-être dans la diffusion de l'information et que c'est aussi à eux peut-être d'avancer dans une meilleure coopération. Donc voilà, c'était pour vous citer des exemples qui devaient illustrer les deux points que je faisais, c'est-à-dire le premier de dire oui, on est dans une situation difficile, mais face à cette situation difficile, les institutions européennes permettent de trouver des solutions pacifiques ensemble. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le système des institutions européennes, mais donc vous avez une sorte de gouvernement qui est la Commission européenne, qui propose à deux instances qui sont d'un côté le Conseil des ministres et de l'autre le Parlement européen. Donc vous avez en plus dans ce système deux légitimités, si vous voulez, qui sont représentées. Une par le Conseil qui vient directement des États et une autre par le Parlement qui vient directement des citoyens. Donc vous, en tant que citoyen, en plus, c'est un système de décision qui ne vous échappe pas, puisque vous avez les gouvernements pour lesquels vous avez voté, qui vous représentent d'un côté, et de l'autre, des députés européens que vous avez élus directement, si vous avez été voté aux élections européennes. Ça, on peut en reparler. Ensuite, c'était la deuxième partie de l'argument. Je voulais mettre en avant le fait que
Malgré ces crises, je n'ai pas parlé des crises, vous l'avez évoqué, concerne le Royaume-Uni, voilà, parce que là on est plus dans des débats nationaux, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez ultérieurement. Et puis c'est pas une crise, ou pas encore. Donc mon deuxième argument, c'était malgré ces crises, malgré une situation qui est particulièrement tendue, on arrive aussi à garder un agenda positif. Alors, malheureusement, ne comptez pas trop sur les médias pour vous parler de cet agenda-là, parce que, comme vous le savez, les médias sont friands justement de catastrophisme et de parler des crises et de créer une ambiance assez morose et glauque. Mais cette Commission européenne, qui a donc été désignée suite aux élections européennes de 2014 et qui est donc en place depuis 1 an et demi maintenant, 2 ans presque, elle a décidé de se réorganiser pour avoir un agenda orienté sur 10 grandes priorités. Et elle s'est réorganisée en tant qu'exécutif européen avec un système où donc vous avez un commissaire par État membre, mais vous avez certains commissaires, donc des sortes de ministres au niveau européen, qui incarnent ces priorités et qui animent des groupes de commissaires pour essayer ensemble d'avancer sur un certain nombre de grandes priorités. Et parmi celles-ci, il y en a une qui avance vraiment bien, dont si vous en avez entendu parler, j'en serais ravie, mais je n'en suis pas tout à fait sûre, qui appelle le grand plan d'investissement européen, ou le plan Juncker. Je ne sais pas, quelqu'un en a entendu parler ou... Non, j'imagine que non. Donc, c'était parti de la constatation, donc le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui avait fait campagne dans les États membres, puisque maintenant, vous savez que vous avez un pouvoir indirect de nommer le président de la Commission européenne, puisque les députés que vous allez élire, suivant la majorité qui domine au Parlement européen, c'est ça qui va déterminer quel candidat va être choisi pour être président de la Commission européenne. Vous en entendrez plus parler pour les prochaines élections, on peut en reparler, mais c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Donc le président actuel, il a fait campagne dans le cadre des élections européennes, et il a tiré un certain nombre d'enseignements sur les priorités qu'il voulait mettre en avant. Parmi celles-ci, il s'est aperçu qu'à cause de la crise, à cause de la situation économique difficile dans certains pays, la majorité, il y avait un déficit d'investissement en Europe. Et donc, il a décidé, dans ses projets phares de sa commission qui va durer donc 5 ans, de lancer un grand plan d'investissement pour l'Union européenne. Un plan d'investissement avec la Banque européenne d'investissement qui, grâce à un effet de levier, je ne vous rentrerai pas dans les détails, va toucher pour 315 milliards d'euros de projets dans des domaines positifs de relance de la croissance, de l'emploi, et en particulier dans des domaines comme la transition énergétique, le numérique, les connexions et les infrastructures entre les États membres, mais aussi avec un volet directement pour les petites et moyennes entreprises, dont les petites et moyennes entreprises elles-mêmes peut-être ne s'apercevront pas qu'elles sont financées par le plan Juncker, parce que ça va beaucoup se faire à travers les banques, mais les petites entreprises vont être aussi aidées par ce plan d'investissement pour pouvoir lancer des projets d'avenir. Autre agenda positif, parmi les grandes priorités de cette commission, il y avait l'idée de créer une union de l'énergie. Alors ça, c'était effectivement un des grands projets de cette commission, qui avait d'ailleurs été poussé par Jacques Delors, qui avait parlé de l'idée d'une communauté européenne de l'énergie. Ça concerne plusieurs dimensions. Il y en a une qui est effectivement de dire les marchés nationaux de l'énergie sont encore trop non connectés entre eux, et donc il n'y a pas d'économie d'échelle. Si on veut se lancer dans la transition énergétique, il faut le faire avec des objectifs communs. Et si on veut être crédible vis-à-vis de l'extérieur, notamment dans les négociations sur le gaz, etc., il faut y aller ensemble et il faut y arrêter d'y aller en ordre dispersé. En gros, c'est ça l'union de l'énergie. Donc, projet qui a été fortement poussé dès les premières années, malgré les crises, et qui avance, et qui a été aussi très important au moment de la négociation de la COP21. Là, je pense que vous en avez entendu parler, parce que c'était en France, vous étiez en plein dedans. Les négociations sur le changement climatique,
l'Union européenne a été en pointe. Elle était déjà en avance par rapport à d'autres régions du monde, avec des objectifs ambitieux qui concernent la réduction des émissions, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc, tout ça est lié, évidemment. Le plan d'investissement, les projets qui vont être déposés vont être jugés par un comité de sélection qui lui-même a en tête les objectifs de l'Union européenne. C'est-à-dire, si on a un projet qui est très émetteur de gaz à effet de serre, c'est un projet qui ne sera pas choisi. Voilà. Donc il y a une cohérence aussi d'ensemble pour tous ces projets. Autre grand projet qui continue et qui devrait vous intéresser puisque vous êtes la génération connectée, c'est de créer un marché européen du numérique. Là, c'est la même chose. C'est quand même un enjeu majeur qui a une dimension industrielle forte et on voit bien que l'Europe n'est pas gagnante pour le moment. Tout le monde a en tête évidemment les Google, etc. Et on se dit finalement où est l'Europe? Est-ce qu'elle est un acteur du numérique? Est-ce qu'il y a une stratégie concertée sur le numérique? Il y a une dimension évidemment très importante de droit d'auteur, de protection des données. Tout ça, de nouveau, sur la table, en train d'avancer parallèlement à ces crises. Le dernier élément que je voulais mentionner, que j'ai déjà mentionné dans le cadre de la crise de la zone euro, c'est tout ce qu'on va faire pour approfondir l'union économique et monétaire. Vous savez, l'union économique et monétaire, c'est une partie de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 28 États membres. L'union économique et monétaire, c'est 19. Ces pays-là partagent quelque chose de plus, même si les autres sont amenés un jour, sauf le Royaume-Uni et le Danemark qui ont un statut particulier, les autres sont amenés un jour à rentrer dans la zone euro. Mais pour le moment, ces pays-là ont quelque chose de particulier. Ils ont vu à quel point ils étaient interdépendants. Ils sont déterminés aujourd'hui à essayer d'approfondir l'intégration entre eux. Ça veut dire, comme je le disais tout à l'heure, plus de convergence économique, sociale, fiscale. Et dans les premiers projets que la commission Juncker a poussés, et d'ailleurs vous pouvez y contribuer parce qu'il y a une consultation qui est en cours pour le moment, c'est de créer un socle de droits sociaux dans l'Union européenne de base pour que tout citoyen ait les mêmes droits, quel que soit le pays où il se trouve. On parle aussi de l'idée d'un salaire minimum, voilà, dans toute l'Union européenne, etc. Donc tout ça, je pense, malheureusement, vous n'en entendez pas beaucoup parler. On entend beaucoup parler des choses qui ne vont pas, des solutions qu'on ne trouve pas ensemble, mais je trouve assez exceptionnel que malgré ces crises, on arrive quand même à avancer sur des projets comme ça positifs, dont on verra les résultats évidemment pas nécessairement toujours rapidement. On va voir d'abord les problèmes et les résultats de création d'emplois, des projets d'investissement, etc. On va les voir plus tard. Mais je voulais quand même souligner que ça continue et que les crises n'empêchent pas de travailler sur ces projets plus positifs. Voilà. Je propose de m'arrêter là pour le moment. J'ai évoqué beaucoup de sujets, peut-être aussi des choses trop techniques à certains égards, donc je veux bien y revenir et aller aussi sur d'autres sujets si ça vous intéresse. Merci. Alors, merci beaucoup. C'est vrai que à vous entendre, on sent un élan, une vision positive et constructive de l'action de l'Union européenne à laquelle, il est vrai, on n'est pas trop habitué par les temps qui courent dans la couverture médiatique française, voire européenne, de l'actualité européenne. Je ne voudrais pas abuser de ma position trop longtemps. Je pense qu'il est plus intéressant pour nous de laisser la parole à la salle, comme on dit. Est-ce que l'on pourrait, je sais qu'il est toujours très difficile d'obtenir une première question, une première intervention. Est-ce que l'on pourrait avoir une première intervention, une première question de la salle? Est-ce que quelqu'un accepterait de se lancer? Je sais que c'est difficile. S'il vous plaît. Et puis mademoiselle ensuite. Bonsoir, je suis un intervenant externe sur des cours qu'on fait. Pardon, allô, bonsoir. Je suis Monsieur Nefati, je suis intervenant sur quelques cours de CAO. Qu'est-ce qui se passerait si l'Angleterre décide de quitter l'Europe?
Il y a des questions qu'on ne peut pas mettre sous le tapis, et on a beau les faire sortir par la porte, elles rentrent toujours par la fenêtre. Je vous laisse. Alors, vous comprendrez que pour une institution européenne comme la Commission, c'est un peu problématique de se positionner là-dessus parce que ça reste aujourd'hui un débat national. Le référendum, il est en cours. La position de la Commission européenne, ça a été de dire, d'abord, on veut que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Deux, elle a œuvré à essayer de négocier un accord avec le Royaume-Uni et les 27 autres États membres, hein, c'était pas que la Commission avec le Royaume-Uni, qui permettent aux défenseurs du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne d'avoir des arguments pour y rester. Et finalement, c'est un accord qui est plutôt bon, équilibré. Certains avaient peur que ça aille trop loin, qu'on cède trop de choses au Royaume-Uni, et finalement, tout le monde s'y retrouve dans cet accord. Donc ça devrait aider un peu les partisans du oui. Et après, pour le reste, c'est la campagne nationale. Et la Commission ne peut pas intervenir. C'est la souveraineté du peuple qui va décider. C'est comme ça. C'était comme ça aussi en France pour le traité constitutionnel. C'est un référendum. Donc on laisse... bien sûr, on est là pour donner les faits. Si besoin, on n'arrête pas de travailler. La représentation qui est au Royaume-Uni, il travaille. Et donc sur l'après-référendum, pour le moment, nous, pas de plan B. Voilà. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'accord, si le Royaume-Uni sortait, l'accord n'existe plus. Voilà, ça c'est les éléments que je peux vous donner à ce stade. Ce qui est à la fois intéressant et puis fragilisant avec cet exemple, c'est que justement, c'est un impensé. On n'a pas de précédent, on n'a pas d'exemple, on n'a pas de modèle sur ce qui peut se passer en cas de sortie d'un État membre de l'Union européenne. C'est d'ailleurs un scénario qui, jusqu'à une période très récente, n'était pas pensé dans les traités européens, dans les textes européens. C'est seulement le traité de Lisbonne qui a introduit une clause permettant, le cas échéant, une sorte de séparation amiable, de divorce amiable entre les États membres de l'Union européenne. Et si vous regardez les analyses de cabinets d'études, par exemple, sur l'impact économique pour l'Union européenne ou pour le Royaume-Uni d'un éventuel Brexit, on est confronté, je ne suis pas économiste moi-même, mais à des scénarios qui sont assez différents. C'est assez difficile finalement de penser les conséquences précises d'un éventuel Brexit. Sur le plan politique, par contre, quelque part, alors moi je ne représente pas la Commission européenne, je peux peut-être en prendre avantage, il y a un dommage politique qui est peut-être déjà un petit peu fait malheureusement. Il y a peut-être un chantage à la sortie de l'Union européenne qui a été utilisé par le Royaume-Uni, dont il ne faudrait pas qu'il se transforme en précédent, qu'il amène trop d'autres États membres à vouloir négocier des accommodements, des intégrations différenciées dans l'Union européenne, que ça conduise trop à une attitude de cherry picking à l'égard de l'intégration européenne. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait une prime au chantage entre Européens, parce que justement, ça ne doit pas correspondre à l'esprit communautaire, à l'esprit de l'intégration européenne. Il y avait une deuxième question, mademoiselle, je vous passe le micro, je vous laisse vous présenter. Non, ne soyez pas timide, le micro est obligatoire, ne serait-ce que pour l'enregistrement de nos débats. Quatrième année, je m'appelle Manon. Vous avez parlé du thème Brexit. C'était une pression sur l'espace Schengen. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ? Que le Brexit était une pression sur l'espace Schengen ? Le Brexit, le Brexit, c'est ce qu'évoque monsieur, c'est l'idée que le Royaume-Uni pourrait sortir de l'Union européenne. C'est la contraction entre Britain et exit. Brexit, voilà. Expression qu'on n'emploie pas à la Commission par ailleurs, parce que comme on ne souhaite pas qu'ils sortent, voilà. J'ai parlé de ça parce que c'est cette expression-là que vous allez entendre dans les médias. Voilà. Le Royaume-Uni n'étant pas dans Schengen, ça ne pose pas de problème a priori sur Schengen, même si pour eux quand même, puisqu'ils ont quand même une frontière avec l'Irlande qui, elle, est dans l'espace. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Voilà. Alors, je vous laisse vous présenter aussi. Monsieur, et puis monsieur derrière. Donc, bonjour à tous, je suis Yanis, donc étudiant en RH 4e année. J'avais une petite question sur le plan Juncker.
Donc on parle de 300 milliards d'euros en 3 ans. J'aimerais avoir, si vous avez les données, de savoir les modes de financement pour ce projet. Si vous pouvez nous apporter quelques éclaircies. On sent l'étudiant en école de commerce attaché aux choses concrètes. Alors en fait, le plan Juncker, il est conçu pour attirer l'investissement privé en fait, partant du principe qu'on est en période de vache maigre du côté de l'argent public et que par contre il y a de l'argent privé qui est là, qui existe et qui n'est pas assez investi dans des projets d'avenir et de grande envergure ou tout simplement créateurs de croissance et d'emploi. Donc c'est pour attirer l'investissement privé vers des projets d'avenir. Et donc le principe, en gros, c'est que l'Union européenne, à travers son budget, va créer une garantie, en fait, pour rendre l'investissement privé moins risqué. Et avec la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne d'investissement, traditionnellement, aide au financement, fait des prêts pour des projets, mais elle est souvent un peu frileuse, justement, d'aller vers des projets trop risqués. Donc l'idée, c'est qu'en garantissant, en fait, la première tranche, si vous êtes apparemment... vous connaissez le sujet, on va aller vers des investissements plus risqués, en fait. C'est ça l'idée du plan Juncker à la base. Moi, c'est pour continuer sur le thème de l'économie. Je sais que l'Union européenne, c'est quand même l'union économique la plus intégrée, la plus aboutie. Mais par contre, il y a des pays, par exemple comme l'Irlande ou le Luxembourg, qui sont quand même un peu en dehors de la route, quoi, par rapport aux autres pays. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas quand même, malgré cette intégration, une certaine forme de concurrence entre les pays sur leur manière de diriger l'économie? J'imagine vous voulez parler de fiscalité là, parce que si vous citez l'Irlande et le Luxembourg, oui, alors effectivement, donc la construction européenne, elle s'est faite par étapes, et donc il y a eu des domaines dans lesquels ça a toujours été plus difficile d'avancer parce que les États sont plus attachés à leur souveraineté. J'ai parlé tout à l'heure du renseignement, la fiscalité a toujours été considérée comme un attribut de souveraineté, quoi. Donc, depuis toujours et encore maintenant, c'est un domaine où on doit décider à l'unanimité des 28 États membres. On n'arrive pas de réforme de traité en réforme de traité à modifier ça. Donc, du coup, ça prend plus de temps d'avancer dans ce domaine-là. Mais, et par ailleurs, on voit bien qu'il y a des domaines de la fiscalité où on voit la valeur ajoutée de ne pas être en concurrence parce qu'il y a une libre circulation. On pense par exemple à la fiscalité sur les entreprises. C'est sûr que là, ça peut créer des distorsions de concurrence. Donc pour le moment, il y a des projets sur la table pour essayer de au moins harmoniser l'assiette, après les taux, etc. Mais ça avance, c'est vrai, assez lentement. Par contre, sur la question de l'évasion fiscale, on est en train d'avancer pas mal. Là. On avançait déjà avant les Panama Papers. Je crois que depuis, la Commission a encore remis sur la table une proposition plus ambitieuse, notamment d'obliger les multinationales à donner de l'information pays par pays. Donc je crois que ce domaine-là, paradoxalement, avance peut-être plus vite aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le volet convergence fiscale dans l'Union économique et monétaire, là, fait vraiment partie d'un agenda de convergence inéluctable quelque part. On ne peut pas partager une monnaie et avoir encore des systèmes. Maintenant, il y a des fiscalités qui probablement ne convergeront pas parce qu'il n'y a pas nécessairement une logique dans la construction européenne. La fiscalité sur les individus, etc., c'est peut-être moins évident. Et il y a des États fédéraux comme aux États-Unis où il y a des disparités fiscales aussi importantes. Donc ce ne sera jamais une convergence totale, mais sur un certain nombre d'axes essentiels pour garantir, comme on dit en bon français, un level playing field, là oui, on aura besoin de convergence fiscale. Ça se fera plus lentement, mais ça se fera. C'est à l'agenda et ça revient, là, les discussions de nouveau sur la fiscalité des entreprises, elles sont en cours, oui. C'est vrai que l'image parfois renvoyée par l'Union européenne vue de l'extérieur, c'est
c'est celle d'un décalage finalement entre la mise en place du marché intérieur et ce qui relève de la politique de concurrence, et puis les autres secteurs d'intégration qui auraient dû accompagner finalement et qui sont censés accompagner cette intégration-là. Et quelque part, c'était un peu le grand pari de Jacques Delors et de Mitterrand avec le marché intérieur, c'était de considérer que la mise en place du marché intérieur, à terme, ne pouvait que s'accompagner aussi de convergence politique, sociale, fiscale, dont on voit, je pense que vous le voyez bien, et Gaëtan Ricard-Nihoul l'a bien expliqué, que c'est malheureusement plus difficile à faire. Et que paradoxalement, justement, les crises, alors là on a un exemple d'actualité avec les fameux Panama Papers, permettent de faire des petits sauts de lapin comme ça, de remettre sur la table des dossiers qui existent. Il y a des propositions de la Commission qui sont parfois bloquées par les États membres, et puis finalement, sous la pression de l'opinion, quand il y a des scandales, ça permet d'avancer un petit peu comme ça, par petits bonds, par petits sauts. Alors c'est parfois difficile à comprendre, difficile à suivre, parfois un peu frustrant, mais malgré tout, quand même, il y a par petits bonds comme ça, au gré des crises, de l'actualité, il peut y avoir quelques petits progrès. Il y avait une autre question ? Par ailleurs, c'est le commissaire français qui est en charge de la fiscalité, donc a priori, c'est des bons, non, les Français ? Bonjour, Christelle Hainaut, donc moi je dirige le service des admissions. Je suis là, voilà, donc j'ai malheureusement quitté les bancs de l'école, mais j'essaie d'y retourner quand je peux. Vous avez évoqué 4 priorités parmi les 10 de la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez nous évoquer les autres ? Oui, je peux vous évoquer les autres. Je suis pro-européenne depuis très longtemps, moi. D'accord. Alors, la première, je vais prendre mon petit papier pour être sûre d'en oublier aucune, parce que je ne voudrais pas être... Question de votre collègue avant, je passe. Donc vous avez la première, évidemment, ça concerne la création, la croissance et l'emploi, et c'est notamment dans ce cadre-là que j'ai parlé du plan d'investissement. C'est le premier, la priorité. Le marché européen du numérique, j'en ai parlé aussi. L'union de l'énergie, également, j'en ai parlé, donc avec évidemment la politique de lutte contre le changement climatique. Il y a aussi tout le travail d'approfondissement du marché intérieur, avec le travail sur un marché des capitaux et le travail sur la politique industrielle et la fiscalité et la lutte contre l'évasion fiscale. Il y a, je l'ai mentionné aussi, tout ce qui est l'approfondissement de l'union économique et monétaire avec une dimension sociale importante. Il y a le traité transatlantique. Il y a aussi un travail sur la justice et les droits fondamentaux. C'est notamment dans ce cadre-là qu'on travaille sur la question de la protection des données, et puis bien sûr qui a pris beaucoup d'envergure aujourd'hui, tout l'agenda de sécurité, de lutte contre le terrorisme, etc. Il y avait déjà dans les priorités Juncker un grand agenda pour une politique européenne de migration, qui évidemment a été un peu oublié parce qu'on a vu surtout le côté humanitaire et accueil des réfugiés, mais il y avait tout un volet notamment d'approfondissement de moyens communs pour les voies de la migration légale et de lutte contre l'immigration illégale. Il y a aussi donc toute la question de renforcer la dimension extérieure avec un travail sur la politique de défense commune. Vous avez l'ancien commissaire français Michel Barnier, qui est aujourd'hui conseiller spécial du président pour mener ce travail pour rapprocher les systèmes de défense, et notamment dans le domaine industriel. Et puis il y en a une dernière qui est importante, qui devrait peut-être être la première, mais c'est tout ce qui est de l'union du changement démocratique, c'est-à-dire comment on fait en sorte que tous ces projets finalement soient ancrés dans une vraie légitimité démocratique, que les citoyens se sentent associés à ça, que c'est une communauté politique et pas technocratique. Et donc, notamment dans l'approfondissement de l'union économique et monétaire, il y a aussi une réflexion sur comment on fait pour approfondir aussi la légitimité démocratique de cette union, puisqu'il y a dans la réponse à la crise, il y a des instruments, parce que les traités ne permettaient pas d'agir à travers les traités, on a dû les faire de manière intergouvernementale, et donc parfois le Parlement européen a moins
son mot à dire que sur des politiques qui sont déjà unifiées. Donc comment on fait pour renforcer justement le rôle du Parlement européen et aussi beaucoup plus impliquer les parlements nationaux, ce qui est déjà le cas, hein. Ils sont beaucoup plus impliqués depuis la dernière réforme du traité, mais comment on peut encore passer un cap supérieur? Bonjour, Elias Youdi, 4e année. On l'a vu avec la Hongrie, il y a des partis d'extrême droite qui arrivent au pouvoir. Comment se passe la cohabitation au sein de la Commission et au sein des institutions européennes? C'est une montée de l'extrême droite dans la plupart des pays. Il n'y a pas encore de collègues quand même d'extrême droite qui siègent régulièrement au Conseil. On n'en est quand même pas là, mais c'est vrai que c'est un phénomène de montée de l'extrême droite, de droitisation aussi de certains gouvernements un peu extrêmes, mais globalement quand même c'est un phénomène qui reste contenu dans le sens où même quand on monte à 30%, il y a encore une population à 70% qui ne, voilà. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est inquiétant. Et il y a des mécanismes au sein de l'Union européenne pour essayer justement de créer des mécanismes de vigilance par rapport à des menaces possibles pour les valeurs et les droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc il y avait dans les traités une arme absolue qui était de dire si un pays menace vraiment les droits et valeurs fondamentaux, par exemple si l'extrême droite prend le pouvoir, etc., on peut retirer le droit de vote de ce pays au Conseil. Mais c'est un peu l'arme ultime en fait qu'on utilise difficilement, comme vous l'imaginez. Donc on a mis en place maintenant des mécanismes de dialogue. Et c'est ce que la Commission a fait avec la Hongrie et la Pologne quand il y a eu des alertes sur des choses qui étaient limites par rapport à l'état de droit, de dialogue, d'échange, voilà, de procédures d'infraction s'il y a des choses qui vont à l'encontre des traités européens, justement pour essayer d'avoir une phase qui précède l'utilisation de cette arme absolue qui est le retrait du droit de vote au Conseil. Et voilà, ça marche plutôt bien en tout cas pour... créer qu'un espace de dialogue soit maintenu, quoi. Là encore, c'est intéressant, un peu à l'image de ce qu'on disait sur le scénario de sortie d'un État membre de l'Union européenne qui n'avait pas été pensé initialement dans les traités et qui l'est aujourd'hui dans le traité de Lisbonne. Ce cas de figure que vous soulignez, il avait commencé à être débattu au début des années 2000 lorsque le Parti de la Liberté, le FPO de Jörg Haider, était arrivé au pouvoir en Autriche dans le cadre d'une coalition gouvernementale. Et on s'était aperçu qu'au niveau de l'Union européenne, il n'y avait pas de dispositif, justement. Ça posait problème pour les États membres, il y avait une sorte de sentiment de devoir de vigilance, et il n'y avait pas vraiment de mécanisme en place. Et là encore, il y a une certaine, on voit une certaine adaptation des traités, justement, pour être capable de faire face à ce genre de situation. Mademoiselle, vous aviez une question. Oui. Bonsoir. J'avais une question par rapport à la crise des réfugiés. Vous avez cité que les pays membres de l'Union européenne il y avait une certaine solidarité des États membres face à cette crise, notamment en relocalisant les réfugiés. Mais comment pouvez-vous parler de solidarité quand il y a certains pays qui ferment leurs frontières aux réfugiés, notamment l'Autriche ou encore dans les pays de l'Est avec la route des Balkans? Voilà, c'est ma question. Alors, c'est pas exactement lié dans le sens où ces pays ont remis des contrôles. C'est pas des fermetures de frontières parce qu'aujourd'hui fermer une frontière, honnêtement, c'est mission impossible. Voilà, mais c'est une réintroduction de contrôle parce qu'ils estiment que la frontière extérieure n'est pas suffisamment bien surveillée. Voilà. Et donc pour remédier, parce que l'espace Schengen, une fois que vous êtes rentré dans l'espace Schengen, vous pouvez normalement passer d'un pays à l'autre sans contrôle. Donc si vous estimez que la barrière à l'entrée de l'espace Schengen n'était pas suffisante, vous rétablissez, voilà. C'est un état de fait, je le disais, qui est permis par Schengen en cas d'urgence et en cas de... Voilà. Ce qui compte maintenant, c'est de considérer que c'est une situation exceptionnelle qui ne doit pas durer. Ça, c'est la position de la Commission. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On agit ensemble pour essayer justement de renforcer le contrôle aux frontières extérieures. On reparle par exemple de gardes-frontières européens. Hein. C'est quand je vous dis que les crises sont parfois le déclencheur de sauts pour plus d'intégration. C'est une proposition que la Commission a sortie à plusieurs reprises, qui évidemment a toujours été rejetée. Souveraineté nationale, etc. C'est les pays qui sont responsables. Là.
Aujourd'hui, ça ressort, parce qu'on voit bien que, effectivement, si on a un espace commun et des frontières extérieures, il faut qu'il y ait une certaine solidarité dans le fait de surveiller les frontières extérieures. Donc, l'idée, c'est d'avancer vers ça pour que ces contrôles aux frontières internes ne se justifient plus, parce que ça reste une anomalie, même si Schengen le permet. Voilà. Après, sur la solidarité, la Commission l'a dit, hein, elle aurait préféré qu'elle s'exprime plus fortement et plus rapidement entre les États membres. Mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, la pratique du droit d'asile, il y avait des pays qui ne le connaissaient pas ou presque pas, qui ont une histoire différente et qui doivent voilà, adapter leur... Et puis, il faut le dire aussi, malheureusement, il y a aussi des États qui suivent l'opinion. Et si vous regardez l'opinion, ça dépend des pays, mais... elle n'est pas toujours très favorable à l'accueil des réfugiés, et donc il y a des politiques qui considèrent qu'elles préfèrent prendre des positions qui suivent l'opinion plutôt que d'aller à... Voilà, moi je ne suis pas persuadée que... Alors la solidarité, bon, d'abord la solidarité, elle s'exprime dans l'Union européenne par plein d'autres biais, hein, notamment voilà, de la redistribution à travers les fonds européens pour aider les pays, les régions les plus pauvres. Voilà, ça existe, ça a existé pour la Grèce pour l'aider économiquement, où il y a eu des transferts de fonds énormes. Donc la solidarité, elle existe. Là, on parle de solidarité sur quelque chose qui est plus compliqué parce qu'elle est liée à des histoires nationales différentes, voilà, pas le même rapport à l'immigration, à l'asile, etc. Dans une période quand même de frilosité avec montée de partis d'extrême, etc. Une opinion qui n'est pas très favorable. Voilà, je ne dis pas que ce sont des excuses, mais ça explique, je pense, pourquoi les élans de solidarité ne sont pas aussi forts que ce qu'on le souhaiterait. Il y a des pays maintenant qui clairement disent... Bon, des pays qui disent mais nous on n'a pas la capacité économique de les accueillir, mais on va vous aider. Par exemple, il y a eu une grosse solidarité là maintenant qui s'est opérée sur la Grèce, où des pays ont envoyé des experts, des biens, voilà, il y a d'autres formes de solidarité qui s'expriment que par l'accueil direct de réfugiés. Mais la Commission le dit, pour le moment, c'est vrai que c'est insatisfaisant. On aimerait que ça aille plus vite. Voilà. Bonjour, je m'appelle Léa et je voulais juste revenir au sujet du terrorisme. Je voulais juste savoir pourquoi le Parlement européen avait des réticences à mettre en place le PNR, le Passenger Name Record. Bah, c'est dans un souci d'équilibre entre sécurité et préservation des libertés individuelles. Ce que le Parlement voulait, c'était en fait d'adopter en même temps que le fameux PNR, Passenger Name Recording, le règlement sur la protection des données, en fait, qui était aussi en train d'être discuté au niveau européen. Et donc ce couplage n'était pas possible, voilà, donc ça a fait perdre un peu de temps. Il y a aussi des députés européens qui considèrent que c'est pas la bonne réponse au problème, que de toute façon, voilà, les terroristes trouvent d'autres voies pour pénétrer l'espace européen, que c'est pas ça la solution. Il y a des députés qui disaient ça, voilà, mais le résultat des courses, c'est que c'est adopté, voilà. Enfin, c'est en cours et ça finit par aboutir, mais on reste dans des démocraties et finalement c'est quand même plutôt rassurant aussi de voir que les députés qui vous représentent font attention à la protection des libertés individuelles. Après on peut avoir un avis personnel sur où on met le curseur entre sécurité et liberté individuelle quand on a des attaques terroristes potentielles, mais ça vous prouve quand même qu'il y a une démocratie qui fonctionne et qui est vigilante au niveau européen aussi. Merci beaucoup. Bah, ça doit être adopté normalement, c'est demain, hein, je crois, le vote au Parlement. Bonjour, je m'appelle Yacine. Quelle a été la place de la France lors des négociations sur le Brexit? Et ma deuxième question, c'est quelle est la position de la France en ce moment par rapport à l'Union européenne sur la question du partage d'informations sécuritaires sur le renseignement? Alors, sur l'accord avec le Royaume-Uni, la France est un peu sur la même ligne que ce que je vous expliquais pour la Commission. Ils veulent que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Ils ont été vigilants au fait que l'accord n'aille pas trop loin dans les concessions
des concessions qui auraient remis en cause des principes fondamentaux comme la libre circulation. Il y avait tout un enjeu notamment sur les allocations sociales auxquelles devaient avoir droit les personnes de l'Union européenne qui venaient s'installer au Royaume-Uni. Donc sur ces choses-là, la France a été vigilante et elle a fait partie des pays qui ont permis que l'accord finalement soit équilibré. Mais elle est pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, elle l'a dit clairement. Sur le renseignement, je pense que comme tous les grands pays, il y a toujours une petite forme d'ambiguïté. C'est-à-dire que oui, on voit bien la nécessité, et je pense que la France globalement est plutôt allante sur la construction européenne sur plein de sujets. Donc elle voit bien la nécessité et elle essaye vraiment de pousser ça au niveau européen. Et en même temps, c'est une grande nation qui a des traditions, qui a des corps extrêmement forts. Et donc parfois il y a aussi des résistances, ça met du temps. Mais elle est plutôt dans les pays qui poussent pour plus de coopération européenne parce qu'évidemment elle a été un des plus touchés et que il y a une urgence, un sentiment d'urgence peut-être plus fort que dans d'autres pays. Maëna, 4e année marketing. J'ai l'impression que l'Union européenne est une organisation par défaut pour faire face aux pressions de la mondialisation et permettre aux pays membres de se développer économiquement et sereinement. Et donc ma question c'est, ne pensez-vous pas que pour la rendre plus efficace ou encore plus efficace, il faudrait repenser son organisation interne et donc peut-être réduire le nombre de commissions et d'instances? Vous avez 2 minutes, Gaëtan Riccardi-Houle, pour refaire l'Union européenne devant nous. Alors, je sais qu'elle a une réputation, parce qu'elle est plus éloignée, les institutions européennes, on a l'impression que c'est plus complexe, plus distant, plus flou. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a un système qui commence à ressembler à quelque chose qui est assez familier de ce qu'on connaît au niveau national. C'est-à-dire on a un gouvernement, pour faire court, qui est la Commission européenne, qui propose des textes de loi. Elle a le monopole de la proposition, ça c'est une caractéristique européenne. Et elle les propose à deux chambres législatives, comme vous avez ici avec le Sénat et l'Assemblée nationale, sauf qu'il y en a une, un peu sur le modèle allemand d'ailleurs, une qui représente les États, et une qui représente directement les citoyens. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que ces 2 chambres adoptent tout à la majorité. Et ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il y a des cas, je citais la fiscalité tout à l'heure, où le Conseil adopte encore à l'unanimité, et du coup ça déséquilibre le système. Mais quand vous avez ce système de la Commission qui propose et les 2 chambres qui discutent dans un système de navette, un peu comme vous avez au Parlement national, honnêtement, c'est pas incompréhensible. Voilà. Et sur la bureaucratie, moi je trouve que par rapport à ce que je vois parfois de la bureaucratie française, la Commission est une petite institution, une vingtaine de milliers de fonctionnaires par rapport à des villes qui ont 50 000 fonctionnaires. Voilà, donc, et pour toute l'Union européenne. Donc, pour moi, il faut un petit peu faire l'effort de rentrer dans son mode de fonctionnement, mais ce n'est pas si incompréhensible et éloigné que ça. Après, je suis d'accord avec vous qu'il y a plein de choses encore à renforcer, à réformer. Je pense que le Parlement européen doit encore s'affirmer comme une institution qui représente directement les citoyens et qui est encore plus forte dans le système. J'ai parlé tout à l'heure aussi d'informer, d'associer plus les parlements nationaux. Il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense, sur la représentation extérieure de l'Union européenne. On a avancé avec la création du poste de haut représentant pour la politique étrangère, qui est aujourd'hui l'italienne Mogherini. On a créé d'ailleurs avec elle un service d'action extérieure. Donc on a avancé, mais on voit bien que c'est sans doute dans la projection extérieure de l'Union européenne qu'il y a des progrès à faire. On travaille aussi sur la représentation extérieure de l'euro, par exemple, parce que dans des instances financières internationales, vous avez encore plusieurs États membres qui siègent, par exemple, alors qu'on pourrait avoir la représentation de l'euro. Donc je dirais que pour être un vrai acteur de la mondialisation, il faudrait qu'on unifie la parole et qu'on se projette plus ensemble sur la scène extérieure. Merci beaucoup. On arrive presque au terme de notre séance. Il y avait une toute dernière question
avant de pouvoir conclure. Par rapport à la crise des migrants, on a vu déjà qu'il y avait eu des tensions entre la France et l'Angleterre par rapport à la crise de Calais. Avec l'ajout des migrants, de l'afflux migrant en Europe, est-ce que vous pensez que ça peut faire un enlisement dans le fait de traiter les dossiers de Calais? Ça va arriver après, il y aura des délais qui seront longs. Est-ce que vous pensez que ça peut être une source de tension? Vous voulez dire que un afflux supérieur pourrait créer encore plus de tensions C'est ça, surtout dans le traitement des dossiers. On va passer, je pense que le but de la Commission européenne, c'est d'abord de traiter en urgence les dossiers des migrants qui viennent du Moyen-Orient. Et pour ceux qui sont à Calais, comment ça va se passer au niveau des dossiers, au niveau des délais? Bon, la France a une tradition d'asile quand même importante qui fait qu'elle a toujours été parmi ceux qui en ont reçu le plus. Donc je pense qu'elle a une capacité d'absorption quand même qui est importante. Et deuxièmement, vous aurez remarqué que ce n'est pas celle qui en accueille le plus pour le moment, par rapport à l'Allemagne par exemple. Donc je ne pense pas que ça risque de créer un problème supplémentaire dans ce qui existe déjà à Calais. Je dirais que c'est déjà un problème qui est traité et qui ne risque pas effectivement peut-être de s'améliorer rapidement, mais je ne sais pas si ça va faire un saut quantitatif qui nécessitera de revoir complètement ce qui est en cours, quoi. Et puis, on n'a pas le temps de le faire ici, mais il faudrait aussi distinguer ce qui relève des politiques d'asile et du statut de réfugié et ce qui relève des politiques migratoires. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous arrivons au terme de notre séance. Pour faire un débat sur l'Europe, souvent il faut une actualité qui titille un peu les neurones, qui intéresse, qui motive. Et là, on voit tout de suite qu'il y a des sujets qui n'étaient pas des sujets qui passionnaient les étudiants, qui passionnaient les citoyens il y a 10 ou 15 ans, autant être honnête. Et on voit que là, il y a une actualité qui fait réagir. Pour réussir un débat, il faut aussi une audience curieuse et qui pose des questions, et puis un intervenant qui accepte de se prêter au jeu. Répondre du tac au tac, car on a eu une quinzaine de questions, c'est pas facile. J'ai fait la même chose ce matin à Strasbourg. Donc merci beaucoup à vous pour vos questions, votre mise en débat de l'Europe, et puis merci beaucoup à notre intervenante Gaëtane Ricard-Nicole, qui a prêté au jeu. Merci beaucoup.